je m'appelle Pascal Criffaut, je suis cofondateur d'une agence de création qui s'appelle Publicisport et qui est chargée d'accompagner les marques qui investissent dans le sport aux côtés des ayants droit, des athlètes, des fédérations, des clubs et de construire des campagnes de communication. Donc je vais intervenir quelques minutes pour évoquer un sujet qui évidemment a beaucoup évolué ces dernières années, qui est passionnant, qui est le nouveau rapport qu'il y a entre le sport et les fans, et évidemment par transitivité les marques. Donc moi, mon point de vue, c'est de prendre celui des marques. Alors je sais que ça intéresse beaucoup d'investisseurs dans cette salle, puisque globalement, le sport, s'il bénéficie de beaucoup de financement, s'il bénéficie de beaucoup de fonds, il a aussi besoin des partenaires privés. On l'a vu sur les derniers Jeux Olympiques et Paralympiques, on le voit tous les jours sur la Coupe du Monde de foot. Donc évidemment, les marques s'intéressent au sport. Et si elles s'intéressent au sport, et je ne vais pas paraphraser Amélie Oudéa-Castéra, c'est parce que le sport a des vertus énormes au niveau sociétal, bien sûr, mais aussi pour la performance des marques. Aujourd'hui, le sport, il faut en être conscient, c'est le dernier endroit où on fait société. C'est-à-dire que c'est le dernier divertissement, ou c'est même le dernier sujet qui permet aux gens de se réunir, de vivre ensemble. Et finalement, le sport, c'est à peu près le seul endroit où on peut voir Bernard Arnault et un gilet jaune être passionnés par la même chose, c'est-à-dire un match de football. Et donc, cette universalité-là du sport, c'est incroyable. Et c'est incroyable, évidemment, au niveau sociétal, puisque ça permet de rassembler les gens, ça permet de guérir un certain nombre de problèmes de société, mais ça permet aussi aux marques de communiquer très largement, et beaucoup plus largement que ce que permettait de faire, par exemple, le cinéma à une époque, même la musique, qui est très fragmentée, et sans même parler de la télévision, qui a beaucoup vieilli et qui est beaucoup moins consommée, sauf peut-être d'ailleurs quand il y a du sport. Donc cette universalité, c'est le pouvoir magique du sport et évidemment, ça intéresse les marques. Alors ces marques, elles cherchent à toucher des audiences, elles cherchent à toucher des fans, dont vous faites partie très probablement, et puis tous les autres. Et c'est vrai que ces fans, dans le marketing sportif, ils avaient tendance pendant des années à être en gros une audience un peu passive, à qui on exposait des logos sur des panneaux dans les stades ou sur des devants de maillots, ou même pour certains sports, des maillots avec 15 logos, 20 logos, on ne comprenait rien, on ne voyait rien. Ça, c'est le marketing sportif d'avant où l'audience était passive. Elle avait finalement un rapport à l'événement qui était juste regarde, applaudis, vis des émotions, sois heureux et rappelle-toi les marques qui étaient présentes là-dedans. On a un peu ça dans les Jeux Olympiques et Paralympiques encore, puisque les marques n'ont pas le droit d'être présentes dans l'événement, donc je vais y revenir, mais c'est pour ça qu'il faut développer tout ce qui se passe autour, notamment les récits avant, pendant, après. Eh bien, tout ça a complètement changé avec l'explosion du digital et l'explosion des plateformes. En fait, tout a changé. La première chose qui a changé, c'est le statut du fan. Aujourd'hui, un fan, une audience, elle participe à l'événement en produisant du contenu, en interagissant avec des contenus qui lui sont proposés, soit par les diffuseurs télé, soit par les marques, soit par les clubs, soit par d'autres biais, les athlètes eux-mêmes. Et donc, en fait, l'audience à laquelle on s'adresse devient elle-même le média de l'événement. Et vous l'avez certainement vu, si vous avez, comme moi, vous êtes couché tard en étant émerveillé devant l'équipe de France de foot. Il y a eu un déluge de contenu sur les plateformes sociales depuis, sur l'univers mystérieux de Michael Olise, qu'est-ce que c'est que ce joueur incroyable qui a eu la raison de choisir la France, le quatuor d'attaque, etc. Vous avez vu un déluge de vidéos qui étaient produites non pas par des journalistes, non pas par des consultants spécialisés, mais par des fans de foot et pour certains, des fans de foot qui se veulent même très experts et qui créent des contenus en permanence là-dessus. Donc ça, c'est le premier truc qui a changé et qui fait qu'aujourd'hui, une marque qui veut obtenir l'attention dans le sport, elle doit considérer ça. Parce que si elle est seulement présente dans un carrefour d'audience télé, dans un stade ou dans le journal L'Équipe, eh ben, en gros, elle aura perdu à peu près 80 à 90% du potentiel d'audience du sport. Le deuxième élément, vous l'avez peut-être vécu ce matin en écoutant les athlètes, c'est que les athlètes deviennent des marques. Aujourd'hui, un athlète, il a une audience, il a une aura, et lui-même produit du contenu qu'on lui met à disposition. Je crois que vous verrez une start-up tout à l'heure qui explique comment elle met à disposition des athlètes et des clubs l'ensemble des contenus qui les concernent. Et si on prend Kylian Mbappé, il a souvent plus d'audience que l'ensemble des clubs pour lesquels il a joué, alors qu'il joue quand même dans des grands clubs, ou pour la fédération dont il est en train de défendre les couleurs. Donc aujourd'hui, un athlète est une marque, et il a plus d'audience que les événements auxquels il participe. Alors pour certains athlètes, mais quand même, un médaillé d'or olympique, un footballeur pro de très haut niveau, sont des marques avec beaucoup de puissance. Donc aujourd'hui, quand une marque cherche à s'associer à un athlète, à le prendre comme ambassadeur, elle doit prendre en considération ce point de vue-là. Et le troisième truc qui a changé, je regarde mes notes pour rien oublier, oui, c'est la data. Aujourd'hui,
pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, depuis une quinzaine d'années, on est capable de scorer toutes les interactions qu'il y a entre les gens et les marques, entre les gens et le sport, entre les gens et les événements. C'est-à-dire vous pouvez aller sur n'importe quelle plateforme, sur TikTok, sur Instagram, derrière, il y a des algorithmes qui sont capables de savoir combien de temps vous avez passé, comment vous avez interagi, est-ce que vous avez partagé les contenus, etc., etc. Et tout ça, c'est une matière première extrêmement riche qui permet aux marques, aux clubs aussi, de personnaliser la relation avec les fans. Ce qu'on ne pouvait pas du tout faire avant. Avant, chacun des fans, quel que soit son statut, quel que soit le rapport qu'il avait avec son club favori, si on parle de foot, ou avec son athlète favori, tout le monde était logé à la même enseigne. Aujourd'hui, on est capable de faire la différence entre quelqu'un qui like un post une fois par mois versus quelqu'un qui partage, qui republie et qui repartage l'ensemble des contenus. Et donc l'ensemble de ces données aujourd'hui permettent aux marques d'investir dans le sport en proposant des expériences beaucoup plus personnalisées. Donc les clubs le font, les marques le font, et à la fin, évidemment, on est beaucoup plus efficace. Donc en fait, l'ensemble de ces changements redéfinissent les règles de l'attention. Les règles de l'attention en communication, c'est parler à beaucoup de monde au même moment sans trop savoir ce qu'ils en retiennent. Et aujourd'hui, si beaucoup d'intervenants dans le sport attendent qu'une marque leur verse 10 millions pour être dans l'aura d'un événement et puis on verra bien si ça vend des produits, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Une marque, une grande entreprise, même si elle a beaucoup d'argent, elle n'investira pas sur un grand événement si elle n'est pas capable de savoir derrière ce que ça va lui rapporter en vente. Parce qu'enlever 10 millions d'un côté pour le mettre sur l'avant d'un maillot de sport, enlever 30 millions d'un côté pour le mettre sur une année pré-olympique, ça coûte extrêmement cher, ça doit être justifié auprès des actionnaires, auprès de l'interne, et puis évidemment, ça doit rapporter de la valeur. Et donc cette attention, elle ne se mesure plus tout à fait sur la puissance du sport et le halo émotionnel que le sport importe, c'est-à-dire la capacité à partager des émotions ensemble, elle va se mesurer sur l'engagement des fans, de l'audience, la capacité qu'une marque va avoir à pouvoir les retoucher en profitant de l'événement sportif. Donc ça, c'est déjà un élément d'attention qui change. C'est plus tellement la couverture qui compte, mais c'est vraiment l'engagement. Le deuxième point qui est fondamental dans le changement de ce qu'on attend en termes d'attention dans le sport, c'est la notion de récit. Aujourd'hui, pour une marque qui est partenaire de l'équipe de France de football, le match d'hier compte pas. Peu importe, le match, de toute façon, est plus fort que la marque. Les émotions qu'on a vécues hier, si je prends toujours cet exemple parce qu'il est d'actualité, on a oublié les marques qui étaient partenaires de l'équipe de France, EDF, KFC, etc. On s'en fout un peu. En revanche, on ne les a pas vues d'ailleurs, elles ne sont pas présentes sur les maillots, elles sont vaguement présentes dans les stades. Ce qui compte, c'est le récit qu'elles vont faire avant le match et après le match. Donc aujourd'hui, pour mesurer l'attention d'une audience ou l'attention d'un fan à un événement sportif, il faut non pas se concentrer simplement sur l'événement sportif en lui-même et l'événement en live, il faut se concentrer sur ce qui se passe avant et ce qui se passe après. Et ça permet aussi à des marques qui n'ont pas les moyens d'être partenaires de grands événements d'exister dans l'aura des grands événements. Pour ça, ce n'est pas très compliqué, il suffit d'être partenaire d'athlètes, il suffit d'être ambassadeur d'athlètes et de construire des systèmes de narration sur 6 mois, 8 mois, 1 an, où on explique comment l'athlète se prépare à un grand événement, etc. Je reprends l'exemple de Michael Olise parce qu'il fascine tout le monde en ce moment. La marque qui saura capturer ça, raconter qui est vraiment Michael Olise et qui va le faire dans les 3 prochains mois, elle va certainement, s'il accepte de le faire, elle va certainement en tirer plein de bénéfices parce qu'il y a une vraie attente là-dessus. Donc en fait, tout l'enjeu, c'est vraiment de comprendre dans l'écosystème d'un événement sportif tout ce qu'il y a autour et toutes les interactions qui sont possibles entre la marque et l'audience, puisque aujourd'hui, quand on est passionné de sport, on n'est pas simplement passionné par le live, on n'est pas simplement passionné par les péripéties d'une compétition, mais on est vraiment passionné par tout ce qui se passe autour. Vous le verrez très probablement à l'amorce des Jeux Olympiques et Paralympiques de Los Angeles, où beaucoup d'athlètes sont en train de tourner des documentaires pour raconter leur préparation, etc. C'est ce que vous voyez sur Netflix, sur Amazon Prime et sur toutes ces plateformes où vous avez nombre de documentaires et pour lesquels, évidemment, certaines marques investissent et où on a un vivier potentiel d'efficacité et d'audience qui est extrêmement fort parce qu'aujourd'hui, les fans attendent aussi ça. Donc, relation personnalisée, engagement et narration. Et quand on arrive à associer ces 3 éléments-là, eh bien, on a probablement la bonne recette pour s'adresser aux fans et à une audience, le tout évidemment avec beaucoup de data et beaucoup de données qui permettent d'objectiver tout ça. Je crois que je suis arrivé au bout de mon timing, donc c'était mes mots de conclusion et je vous remercie.